tel hôpital, qu'on a tué une religieuse qui était médecin, qu'on a coupé la tête. Donc, Christian, je peux vous dire que, en tant que, pas seulement premier vice-président, mais ayant accepté à un certain moment de ma vie d'être militaire, je souffre énormément et nous souffrons énormément de ces sangs, de nos sangs. Je voudrais vous dire que nous avons pas moins de 5 millions de personnes déplacées. Nous avons plus de 1,2 million de Congolais qui sont dans les camps de réfugiés autour, dans un territoire riche. Vous pouvez imaginer l'Ituri, c'est un vrai grenier, mais aussi la région qui peut nous donner de l'or pour faire développer notre pays. Le Nord Kivu, c'est un grenier, et sous le sol du Nord Kivu, vous trouvez les coltans, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, c'est une situation très grave, très très grave, parce que cette insécurité empêche la nation d'avoir des ressources qui peuvent l'aider à aller vers l'avant. Au contraire, le peu de moyens qui sont là, nous devons mettre ça à la disposition de l'armée pour essayer de protéger notre territoire. Et nous n'avons rien fait, Christian. Tout ce qu'on a payé, c'est l'hospitalité. Et voilà, les chefs de l'État allaient même embrasser ces gens-là pour leur dire, venez travailler. Et voilà. C'était pas ça l'erreur. Je vous pose à vous la question, cher professeur, parce que j'ai la chance de vous avoir ici. Vous êtes à la fois parlementaire, vous êtes aussi président, vice-président, premier vice-président de cette si grande commission, mais vous avez été aussi dans la rébellion. Vous avez été au MLC, vous avez été dans tout ça. Est-ce que nous pouvons comprendre la revendication du gendarme M23? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Vous qui êtes si haut placé, qu'est-ce qu'ils vous disent vraiment? Ils combattent quoi? La mauvaise gouvernance, les mauvaises élections, la vérité des urnes? Qu'est-ce qu'ils combattent et ils veulent quoi? Mais c'est là, Christian, où vous vous rendez compte de la vacuité des revendications de M23 et de leur instrumentalisation et manipulation. Les M23 n'ont pas de revendications claires. Tantôt, ils parlent de Tutsi. Mais, Christian, sans aller dans des détails de nom, l'armée congolaise, s'il y a un groupe ethnique qui est majoritairement représenté dans notre armée, ce sont nos frères Tutsi. Au gradé. Au gradé. Je peux vous dire par exemple, vous savez que Makenga, colonel de son état, était commandant second dans Manileo, l'opération à Manileo. Donc, les M23 n'est qu'une excroissance cancéreuse du pouvoir rwandais. La logique de M. Kagame, la stratégie de M. Kagame, c'est de fragiliser les institutions politiques congolaises. Il a fait directement en 97-98 pour venir mettre un pouvoir contrôlé par les Tutsis, ou du moins c'est qu'il utilise, parce que tous les Tutsis ne sont pas d'accord avec M. Kagame. Oui. Les Congolais Tutsis rationnels ont compris qu'ils étaient utilisés. Je vais vous donner un livre qui a été publié par M. Muller Ruimbuka, qui a montré que, en fait, on a voulu les utiliser et on veut toujours les utiliser comme objet des revendications du pouvoir rwandais. Ces pouvoirs de M. Kagame qui croit qu'un Congo faible, ça lui permet de piller et de faire fonctionner son économie. Donc, les M23 parlent d'une tribu qui serait menacée. Tantôt, ils parlent de leurs propres revendications pour entrer dans l'armée. Je vous ai donné le cas de Makenga. Mais tous ceux qui réclament d'entrer dans l'armée, mais le brassage,
Et ensuite, le mixage. Kunda était un officier du mixage. Le mixage, c'était quoi? Vous avez deux unités où vous avez 2 ou 3 brigades essentiellement composées des militaires issus des rébellions CNDP et qui étaient des unités monoethniques et les autres unités. Mais chaque fois qu'on leur disait, bon, vous êtes mixés ou intégrés, on vous mute par exemple dans une autre province. À l'Équateur. Ils disent non, 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 nous devons rester sur nos collines. Et même si on accepte ça, pour des raisons XY, ils se réveillent le matin, ils disent, mais nous créons notre rébellion, nous allons au Rwanda. Je vais vous donner le cas de Tangada. Il était général dans notre armée, mais de lui-même. Il est allé, et puis maintenant, c'est là où il est allé dire que moi, je ne suis pas congolais, je suis rwandais. Donc, c'est un stratagème de mécanisme de domination ou de la stratégie rwandaise. Le Rwanda vit dans ce qui s'appelle les deep operations, c'est-à-dire créer le désordre dans tout chez les voisins, que ce soit chez nous, que ce soit au Burundi ou ailleurs, pour soi-disant avoir chez eux un espace de paix où ils peuvent crier partout « Visite Rwanda ». Ils vous accusent, le Rwandais, de coopérer avec les FDLR et puis de coopérer avec certains mouvements rebelles pour attaquer le M23. Kagame a dit c'est votre problème congolais, c'est une absence de leadership au Congo qui crée tout ce problème. Ce n'est pas à Kagame de nous dire quel type de leadership. Nous sommes un État démocratique. Et nos leaders, notre leader, c'est un démocrate. Kagame, c'est une satrapie. C'est une dictature militaire tribalo-monoethnique. Donc, nous n'avons pas besoin de leadership violent comme le sien, où les opposants sont en prison, où ils tuent les gens. Nous avons 2 types de leadership. Lui, c'est même pas un leadership, c'est une dictature. Ça, c'est de 1. De 2, parlons des FDLR. Lorsque Kagame déclenche la guerre en 98, après avoir pris tout le pouvoir au Congo, parce que Kabarebe était chef d'état-major général de l'armée congolaise. Ils ont mis les militaires de ex-phase à Kitona pour, n'est-ce pas, les éliminer. Et ils en ont éliminé sérieusement. Sérieusement. Physiquement? Physiquement. Ils ont tué des colonels aussi brillants que les Kadjouba, les Tchéké, je peux les citer. C'est un vrai génocide qu'ils ont fait ici. Alors, revenons à ce qu'ils disent. Ils étaient à la tête de notre armée, jusqu'à ce que Mouzé le fasse partir, parce qu'ils ont tenté de faire un coup d'État. Ils sont allés créer le RCD Goma, qui a occupé les territoires qui va du sud Kivu jusqu'au Katanga, là où c'était supposé être des FDLR. Pendant plus de 5 ans, c'est-à-dire de 98 en 2003, ils contrôlaient tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour éliminer les FDLR? Ça, c'est derrière. Lorsque nous entrons en 2003 et qu'on va dans la transition, on fait le brassage, les opérations militaires qui sont menées, que ce soit Sukola 1, Sukola 2, que ce soit à Manilé ou Moja, vous vous rappelez qu'une des crises majeures qu'il y a eu à l'Assemblée nationale qui a fait partir Monsieur Kamere, c'est que le président Kabila avait accepté de faire des opérations conjointes. C'est-à-dire les troupes rwandaises sont venues au Congo avec notre troupe pour, n'est-ce pas, éradiquer les FDLR. Et les FDLR ont été éradiqués. Il en restait moins de 1000 sur notre territoire. Et nous avons évacué les PV de la MONUSCO qui sont là, beaucoup des FDLR au Rwanda. Mais je vais vous dire, vous savez que tous les FDLR, si pas la majorité qui allait au Rwanda, les Rwandais les recyclaient pour le remettre sur notre territoire
pour continuer à les utiliser. Donc c'est fait à dessein. À dessein. Alors, on va aller plus loin. Nous sommes aujourd'hui en 2023. 22, aujourd'hui. Soit 2022. Depuis 1998, combien d'attaques des FDLR il y a eu au Rwanda? On n'en cite pas beaucoup, en tout cas. Zéro. Zéro. Donc, la menace de FDLR, c'est tout simplement une menace fictive et factice pour justifier la création de tous ces mouvements de déstabilisation de la République démocratique du Congo. C'était les CNDP, d'abord l'AFDEL, les RCD, les CNDP, le M23, et puis le M23-2, et même du côté de l'Ituri. Beaucoup de groupes qui étaient créés en Ituri, les uns étaient créés ou soutenus par l'Ouganda, les autres par le Rwanda. Donc, il y a une stratégie de déstabilisation de la RDC par ces pays voisins pour des intérêts économiques. Pourquoi? En créant une zone d'insécurité, de chaos en RDC, sous ces tableaux chaotiques, il y a des sorties de matières premières. Donc, la paix au Congo, pour eux, semble être les développements. Or, nous avons voulu, avec le président Félix, c'est-à-dire démontrer qu'il est possible de coopérer dans la paix et de faire une prospérité partagée. Et la communauté internationale, cher professeur, l'ONU l'a si bien dit que le M23 était plus armé qu'eux. On a même entendu, on vous a même demandé, vous, le gouvernement congolais, de cesser tout soutien au FDLR pour que le Rwanda cesse tout soutien au M23. On a entendu le Human Rights Watch, je ne sais pas comment on prononce ça, ils disent, par exemple, le Congo a bénéficié de l'appui du FDLR pour frapper les positions du M23. Ça, c'est Human qui le dit. Alors, cher professeur, quelle est notre position? Sommes-nous abandonnés par tout le monde ou notre chaos profite à toutes les grandes puissances? Profiter, c'est une évidence, parce que le Congo, c'est le coffre-fort, et je pèse bien mes mots, de l'Afrique, et si pas du monde. Quand vous avez toutes les ressources du monde, chacun veut profiter, n'est-ce pas, de ces ressources à moindre frais en utilisant des mécanismes. Mais personne